l'aventure du sport automobile belge. Imaginez un peu la scène. On a une Chevrolet Camaro Z28, un monstre de 500 chevaux, une bête d'acier de plus d'une tonne, lancée à peu près à 250 km/h, et ça sur une petite route de campagne complètement bosselée. Et là, soudain, la trajectoire s'élargit, la voiture quitte l'asphalte, elle laboure un champ, elle traverse une haie à une vitesse hallucinante et elle s'envole, littéralement, elle s'envole au-dessus d'un ravin ferroviaire pour s'écraser de l'autre côté. Le détail le plus choquant, c'est pas seulement le crash en lui-même, c'est le fait que la course, elle s'est pas arrêtée. Non, pas de drapeau rouge, rien. Les autres bolides ont continué à tourner à des vitesses folles pendant que les débris du crash fumaient encore. C'est précisément ce genre d'anecdote qui nous force à reconsidérer un peu toute notre compréhension de l'histoire du sport automobile. Parce que, en fait, face à ce type de récit, on a très vite le réflexe de juger ça avec notre morale contemporaine. Mais quand on analyse vraiment les journaux de bord de l'époque, ou même la configuration topographique des lieux, on découvre une réalité physique et logistique qui est beaucoup plus complexe que ça. On va faire une plongée factuelle au cœur de l'histoire du Grand Prix automobile des frontières. C'est une course mythique qui se disputait sur le circuit de Chimay en Belgique. Parce que notre mission ici, c'est pas juste de lister les vainqueurs et les drames, bon, il y en a eu, on va en parler, mais on veut surtout comprendre la mécanique de ce lieu, comment une simple route de campagne, un truc qui reliait des fermes, a pu devenir l'arène d'une des courses les plus rapides et les plus dangereuses d'Europe. Pour bien comprendre, je pense qu'il faut remonter au tout début. Il faut revenir à la création de l'événement, donc là on est le 9 mai 1926. Et le projet, il est porté par un passionné qui s'appelle Jules Buisseret, avec l'Automoto Club Beaumont-Chimay. Et à cette époque-là, il faut bien se rendre compte qu'on ne construit pas un circuit fermé avec des armées d'ingénieurs civils comme on le ferait aujourd'hui. Ah bah non, on fait avec ce qu'on a. En fait, ils prennent simplement 10,87 km de routes publiques, des routes qui frôlent littéralement la frontière franco-belge. D'où le nom, le Grand Prix des frontières. C'est ça. Et niveau infrastructure, c'est rudimentaire au possible. Ils installent juste quelques baraques en bois pour le chronométrage, le public est massé derrière de simples barricades, et bam, on lance les moteurs. C'est vraiment la kermesse du village, mais avec des bolides. D'ailleurs, les sources mentionnent un format assez original pour l'époque. Les motos tournaient le matin et les voitures prenaient le relais l'après-midi. Mais ce qui est drôle avec les voitures, c'est que les archives montrent que les organisateurs faisaient surtout appel à de bons pilotes amateurs locaux. Ils évitaient les grandes stars internationales au début, Pour une raison purement financière, en fait. pour ne pas payer les fameuses primes de départ qui coûtaient un bras. Donc sur le papier, on se retrouve avec des amateurs sur des routes de village qu'ils connaissent par cœur et avec des sections qui traversent littéralement la ville. Ouais, le fameux virage de la Bochette, par exemple. Et là, je me pose une question. On a l'impression que ces pilotes locaux, vu qu'ils connaissaient le moindre nid de poule, la moindre plaque de goudron fondue, ils devaient avoir un avantage stratégique massif sur n'importe qui d'autre, non ? On pourrait le penser, ouais. Et c'est une hypothèse qui est tout à fait logique, mais seulement pour les portions un peu sinueuses du tracé. Savoir exactement où freiner devant une maison spécifique ou un muret de pierre, c'est sûr que ça fait gagner de précieux dixièmes. Mais ce que l'analyse topographique des sources nous montre, c'est que cet avantage local, il s'évaporait totalement sur la majeure partie du circuit. Attends, la connaissance du terrain, ça finit toujours par payer en course automobile, non ? Pas quand l'aérodynamisme et la gravité entrent en jeu d'une manière aussi extrême. En fait, la vraie spécificité de ce circuit, c'était ces immenses lignes droites. Des lignes droites interminables. Ah, la fameuse ligne droite de Salles, c'est ça. C'est ça, la plus connue. Les pilotes atteignaient des vitesses stupéfiantes là-dessus. Mais le truc, c'est que ce n'étaient pas des routes planes comme on a sur les circuits aujourd'hui. C'était des routes bombées, hein ? Elles étaient conçues pour évacuer l'eau de pluie vers les bas-côtés. C'était de la voirie publique classique. Donc imagine conduire une voiture de course des années 30 ou 40 à 200 km/h sur un profil bombé comme ça. L'air s'engouffre sous le châssis et ça soulève littéralement la voiture, hein. Exactement. Le phénomène de portance. Les voitures de ces premières décennies généraient énormément de portance à l'avant. Du coup, la direction devenait hyper floue, les roues avant touchaient à peine l'asphalte à très haute vitesse. Et à ce stade de vitesse, connaître l'emplacement exact d'un nid de poule, ça ne te sert plus à rien. Ta voiture, elle répond presque plus aux lois de la mécanique terrestre. Elle vole à moitié. Donc sur ces longues lignes droites, c'est plus du tout la mémoire du pilote qui dicte le chronomètre. C'est l'aspiration et la puissance brute du moteur. Et c'est précisément ce défi de vitesse pure qui a fini par attirer l'attention internationale.
Et ça se voit dans les classements au fil des ans. Les sources confirment cette montée en puissance du plateau. Les petits amateurs locaux finissent par céder la place à de très très grands noms. Ah oui, le niveau est monté en flèche. On voit par exemple Goffredo Zender gagner la première édition Formule Libre en 1929 sur une Alfa Romeo 6C. Et puis il y a le Belge Arthur Lega qui a dominé sur sa Bugatti Type 37A. Il a gagné en 31, en 32, il a fait 25 participations au total, un truc de fou. Un vrai héros local pour le coup. Et puis dans les années 50, l'âge d'or, là c'est le Gotha mondial qui débarque à Chimay. On parle de Maurice Trintignant, de Paul Frère qui gagne en 52 et Johnny Claes. Ah, Johnny Claes en 1950. Ouais, c'est l'année où il remporte les 2 manches et où il pulvérise le record du Tour. On parle de plus de 144 km/h de moyenne. Sur ces routes-là. Une moyenne de 144 sur des routes bombées, avec les freins à tambour de l'époque, c'est du délire. Et on verra même des pilotes atypiques plus tard, genre Bob Spikins ou le futur héros de la Formule 1, David Purley. Il a carrément gagné 3 fois de suite en Formule 3 dans les années 70. Ce qui montre bien que le prestige du circuit n'a fait que grandir. Donc le circuit se professionnalise, le plateau devient incroyable. Les sources disent qu'en 1950, pour le 25e anniversaire, on construit enfin une vraie tour de contrôle en dur. Ouais, fini les cabanes en bois. Mais la route, elle, fondamentalement, elle reste une petite route de campagne, non ? Eh ben c'est là que réside le paradoxe fatal de Chimay en fait. Les moteurs, eux, ils évoluent à une vitesse fulgurante, la puissance doublée, triplée. Mais le théâtre de ces courses, lui, ne bougeait pas. Il était toujours bordé d'arbres et de fossés. Voilà. Des chaînes centenaires, des façades de maisons en briques, des ravins. Les bases de données sur les accidents illustrent ça avec une réalité impitoyable. Quand la limite mécanique de la voiture était franchie, l'environnement, lui, ne pardonnait absolument rien. Et les rapports d'époque sont d'ailleurs assez difficiles à lire, tellement ils soulignent à quel point la vie ne tenait à rien là-bas. C'est ça, la fragilité de la vie humaine était exposée à chaque virage. Par exemple, en 1927, René Debeuc se fait tuer lors d'un simple essai privé. Et pourquoi ? À cause d'un Villiers-Cloux qui traînait sur la route. Ça lui crève son pneu et il s'envole contre un arbre. C'est le genre de détail trivial qui devient mortel à ces vitesses. En 1931, c'est le Français Robert Vidal. Il rate simplement son freinage en essayant de dépasser le Gats. Il percute un arbre à 150 km/h. Et le danger, il s'arrêtait même pas à la lisière de la piste. Le public aussi payait un prix très lourd. Surtout dans les années 50, ouais. Le drame de 1956, les sources le décrivent comme l'un des pires de l'histoire du circuit. On a 2 voitures, une Togero Bristol et une Maserati qui s'accrochent en pleine course. Ils roulaient à environ 160 km/h, la Maserati quitte la route, elle atterrit dans une zone interdite au public et elle prend feu. Bilan tragique. 5 spectateurs tués sur le coup, dont une mère, Jeanne Vandenberg, et sa petite fille de 6 ans. Et quand je lis ça, franchement, je me pose une question très bête, mais très actuelle. Est-ce que c'est pas une forme de négligence criminelle de la part des organisateurs de l'époque ? Enfin, je veux dire, pourquoi il n'y avait pas de vraies barrières, de dégagement pour protéger les foules ? C'est la réaction la plus naturelle qu'on puisse avoir aujourd'hui face à ces événements. Mais pour vraiment comprendre l'histoire de Chimay, il faut faire l'effort de se replacer dans le paradigme scientifique et sécuritaire de l'époque. En fait, la notion même de sécurité passive, ça n'existait quasiment pas dans le sport automobile du milieu du XXe siècle. Pour faire simple, la sécurité active, c'est ce qui t'empêche d'avoir un accident. C'est les freins, l'adhérence des pneus, la tenue de route. Ça, les ingénieurs l'étudiaient en permanence, parce que de meilleurs freins, ça fait aller plus vite sur un tour. Mais la sécurité passive, c'est ce qui protège l'occupant pendant le crash. C'est la gestion pure et simple de l'énergie cinétique. Ce qui manque cruellement dans ces vieilles voitures. À l'époque, les concepteurs construisaient les châssis des voitures de manière extrêmement rigide. L'idée reçue, c'était qu'une structure ultra solide allait protéger le pilote. Comme un tank, quoi. Sauf que la physique marche pas comme ça. Eh non! Lors d'un impact contre un arbre à 150 km/h, toute cette énergie cinétique, il faut bien qu'elle aille quelque part. Elle doit se dissiper. Et si le châssis ne plie pas ? C'est le corps humain, tout mou, qui absorbe l'intégralité de la décélération foudroyante, ce qui cause des lésions internes instantanées et mortelles. Aujourd'hui, les Formule 1 se désintègrent en 1000 morceaux, précisément pour absorber cette énergie et sauver la cellule de survie du pilote. Alors qu'à Chimay, dans les années 30 ou 50, la voiture restait souvent en un seul morceau, mais le gars dedans, il ne survivait pas. Et le problème, c'est que cette incompréhension de la dynamique des chocs s'appliquait aussi aux infrastructures du circuit. Il ne savait pas comment arrêter les voitures non plus. Il ne savait pas comment construire des barrières capables d'absorber l'énergie d'un bolide d'1 tonne qui sort de la piste.
Mettre un petit mur de briques ou des bottes de paille devant un public, face à une caisse qui déboule à 160 km/h, ça n'aurait pas changé les lois de la physique. Le bolide aurait juste explosé l'obstacle et continué sa route. Exactement, le projectile aurait traversé la paille comme du papier avant d'atteindre la foule de toute façon. Mais du coup, d'un point de vue purement sociologique ou psychologique, comment on explique que des familles entières avec des gamins en bas âge venaient s'agglutiner à 2 mètres d'un ruban d'asphalte ou des machines de mort passaient à 200 à l'heure? En fait, l'évaluation du risque au niveau sociétal était radicalement différente. Il faut se rappeler qu'au milieu du XXe siècle, la société tolérait une exposition au danger qui était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Le contexte, c'est la sortie des guerres mondiales, c'est l'industrialisation lourde, avec des usines sans normes de sécurité, les mines de charbon. La mort brutale ou accidentelle, c'était une réalité familière pour beaucoup de gens. Une forme de fatalisme, en somme. Oui, et au-delà de ça, pour le public, le sport automobile était perçu comme l'ultime aventure romantique. C'était les chevaliers des temps modernes. Il fallait s'approcher pour vivre le truc. S'approcher au plus près des bolides, sentir le déplacement d'air te frapper le visage, sniffer l'odeur de l'huile de ricin brûlée, c'était participer physiquement à cette conquête héroïque de la vitesse. Même s'il y avait des cordes pour dire danger. Ah ben, les zones définies comme interdites par des simples cordes, elles étaient perçues par le public comme de vagues recommandations. Les gens les ignoraient allègrement juste pour avoir un meilleur point de vue à la sortie d'un virage. Ce qui nous ramène à une équation mathématiquement explosive, en fait. On a des voitures qui deviennent toujours plus puissantes, on a une absence totale de gestion de l'énergie des chocs, des routes pas du tout appropriées et un public massé sur les talus. Le cocktail parfait pour le désastre. Et d'après les archives, le vrai point de bascule de cette équation, le moment où ça explose vraiment, c'est l'année 1972. L'année charnière, ouais. C'est l'année de cet accident complètement sidérant dont on parlait tout à l'heure dans l'introduction. Le crash d'Ivo Grauls, 1972, marque vraiment la rupture technologique. Alors penchons-nous un peu sur la mécanique de ce crash, parce que les détails dans les rapports sont glaçants. On a Ivo Grauls, un pilote belge super populaire, fidèle aux grosses cylindrées américaines. Il pilote la fameuse Camaro Z28. Un V8 de 500 chevaux. Une architecture qui est à la base conçue pour rouler sur de vastes ovales aux États-Unis ou sur des circuits modernes très larges. Mais là, il est à Chimay. Et les sources racontent qu'il est engagé dans une bataille épique avec la Ford Capri de Claude Bourgognat. Et pendant ce duel, Grauls fait qu'entour avec une moyenne, attention, une moyenne de 195,327 km/h. Sur une route de campagne. Comment est-ce qu'un châssis aussi lourd, une vraie brique américaine des années 70, peut encaisser une vitesse pareille sur un terrain aussi bosselé? Une bagnole aussi lourde, avec un couple moteur aussi monumental à l'arrière, ça génère des contraintes ahurissantes sur les suspensions et sur les pneumatiques. Et à 250 km/h, c'est la vitesse estimée au moment de sa manœuvre de dépassement. La force centrifuge générée dans une toute petite courbe ou juste un léger changement d'angle, ça exige un niveau d'adhérence que l'asphalte irrégulier de la route ne peut tout simplement pas fournir. Les pneus décrochent. La voiture ne tourne plus du tout, elle glisse, et avec son inertie considérable, l'énergie cinétique accumulée la transforme en un véritable projectile balistique. D'où le fait qu'elle laboure le champ et s'envole au-dessus du ravin de l'ancien chemin de fer. Elle n'est plus en contact avec la route, elle est en trajectoire de vol. Elle explose contre le talus opposé, tuant Grauls sur le coup. C'est là qu'on en revient à la question de tout à l'heure. Une fois ce crash survenu, pourquoi la direction de course ne sort pas immédiatement le drapeau rouge ? Pour l'observateur moderne qui regarde ces données, c'est incompréhensible. Un pilote vient de mourir dans un crash explosif et on s'attend à ce que tout soit neutralisé dans la seconde. On a l'habitude qu'un directeur de course ait 50 caméras devant lui, la télémétrie et une radio directement dans le casque de chaque pilote. En 1972, à Chimay, le directeur de course, il est aveugle. Ah ouais, il voit juste la ligne de départ ? Il gère un tracé de plus de 10 bornes qui est en grande partie bordé de denses forêts ou de champs. Les commissaires qui étaient postés autour de la piste, dans les bois, ils n'avaient pas de talkie-walkie. Du coup, comment ils communiquaient l'info d'un crash grave ? C'était archaïque, ils communiquaient par signaux visuels avec des drapeaux d'un poste à l'autre ou alors en envoyant physiquement un coursier à moto qui devait se faufiler jusqu'à la tour de contrôle. Donc ce que tu dis, c'est que pendant de longues minutes, la direction de course ignorait tout simplement l'ampleur absolue du désastre au fond du circuit. Très probablement, ouais. Les autres pilotes qui passaient par là, ils voyaient le panache de fumée et les débris, bien sûr. Mais ils s'arrêtaient pas pour autant. Ben non, parce que sans un ordre formel des drapeaux pour arrêter la course, ralentir brusquement ou s'arrêter au milieu d'un peloton qui roule à 200, c'est provoquer un suraccident presque à coup sûr. Donc ils continuent plein gaz. Et il faut ajouter à ça la philosophie sportive de l'époque. La fameuse mentalité du « the show must go on ».
Le danger faisait partie du contrat, c'est ça? La mentalité dictait que le risque mortel était tacitement accepté par tous ceux qui prenaient le départ. Si un drame survenait, on considérait presque que l'épreuve devait aller à son terme, par une sorte de respect macabre pour le spectacle et la compétition en cours. Arrêter une course avant la fin, c'était vraiment une mesure rarissime à l'époque. Mais les sources montrent bien que ce drame spécifique de 1972, ça a vraiment été un électrochoc. C'est le catalyseur qui a tout changé. La violence médiatique de cet accident, le fait que Grouse était une star locale, tout ça a forcé les fédérations à regarder la réalité en face. Chimay n'était plus du tout adapté aux machines de l'époque. Ce qui nous amène à la période du déclin et des tentatives de survie du circuit. Les archives montrent de profondes modifications de la réglementation juste après ça. Dès 1974, la fédération commence à interdire certaines grosses catégories de rouler là-bas. C'est le début de la fin pour les gros protos. Et dans les années 80, on voit les organisateurs chercher désespérément à ralentir les voitures. En 1985, ils sortent les grands moyens. Le tracé est raccourci, il passe à 9,7 km. On évite enfin le centre-ville. Fini le virage de la bouchée. Et surtout, on y implante 3 chicanes, des zigzags artificiels pour casser ces interminables lignes droites. On se dit, chouette, problème réglé, c'est plus sûr. Mais en fait, ça n'a pas du tout suffi à endiguer les lois de la physique. Non, ça n'a pas marché sur le long terme. Parce que pendant qu'on ajoutait des chicanes, les voitures, elles continuaient d'évoluer dans leur coin. Et ça a mené au coup de grâce, juin 1992, la 61e édition du Grand Prix. On y accueille le Belge Improcar. Ouais, un championnat de grosses voitures de tourisme. Et ce dimanche-là, les rapports sont effroyables. Le destin frappe 2 fois le même jour. D'abord, Michel Maillet-Tilly perd le contrôle de sa Honda Civic, justement dans une de ces nouvelles chicanes, et il fauche mortellement un spectateur. L'ironie du sort. Et quelques heures plus tard seulement, Guiner, le frère de l'ancien pilote de F1 Patrick Neve, il est dans sa Porsche 911, il accroche une autre bagnole à très haute vitesse sur la ligne droite, il part en tonneau et il périt brûlé dans l'incendie de sa voiture. Mais ce qui est incompréhensible techniquement, c'est pourquoi ces nouvelles chicanes, qui étaient pourtant construites expressément pour la sécurité, elles n'ont pas empêché ces tragédies. Au contraire, on dirait qu'elles en ont provoqué. Ajouter une chicane artificielle sur un vieux profil routier, ça ne résout absolument pas le problème du comportement dynamique des voitures de course modernes. Qu'est-ce qui cloche entre les deux ? Les véhicules du Procar les années 90, c'était des machines montées avec des suspensions extrêmement rigides et des pneus slick, lisses, à très forte adhérence. Des voitures réglées pour des circuits ultra lisses comme des billards. Donc, lorsqu'on lance un châssis raide comme un bout de bois sur une route de campagne bombée et cabossée, et qu'on exige tout en coup un freinage d'urgence hyper violent pour aborder une chicane rajoutée à la va-vite, La voiture ne suit pas le terrain. la suspension ne parvient plus du tout à absorber les irrégularités de la route. Le pneu se met à rebondir, il perd brutalement le contact avec le sol, l'adhérence mécanique tombe instantanément à zéro. Le pilote devient un simple passager. Le pilote appuie sur le frein, mais la roue est en l'air pendant un quart de seconde, ça bloque et la voiture part en luge. L'ingénierie des voitures des années 90 était devenue biomécaniquement et physiquement incompatible avec l'ADN rudimentaire du circuit, chicane ou pas. Et après, ce fameux dimanche noir de 92, on s'en doute, la sanction tombe. C'est immédiat et irrévocable. Les compétitions automobiles majeures sont définitivement bannies du grand circuit de Chimay. On ferme le livre, quoi. Les sources racontent qu'après ça, le site a encore brièvement accueilli des courses de moto classiques. Et ça donnait lieu à des scènes complètement absurdes où, pour ralentir les motos, les pilotes devaient faire le tour de vrais ronds-points modernes, balisés avec des bottes de paille au milieu des infrastructures de la ville. Jusqu'à ce qu'en 1996, pour sauvegarder un minimum le patrimoine, ils décident de créer un mini-circuit rectangulaire ultra sécurisé de seulement 4,52 km. Ils ont définitivement amputé Chimay de ces longues lignes droites emblématiques pour en faire une piste, disons, très sage pour des événements historiques. Une version édulcorée. En coupant ce tracé, est-ce qu'on a sauvé le circuit de Chimay ou est-ce qu'on l'a achevé en fait ? C'est la grande question, oui. Et ça, c'est le résumé parfait de l'évolution de tout le sport automobile. Le Grand Prix des frontières, au fond, il n'a pas disparu à cause d'une perte d'intérêt ou d'un manque de passion du public. Non, c'était toujours populaire. Il est mort à cause d'un affrontement insoluble, inévitable, entre l'ingénierie moderne qui allait toujours plus loin et un environnement qui, lui, était figé dans le temps. C'est la transition d'une aventure romantique et mortelle vers un divertissement maîtrisé, technologique et calculé. L'histoire factuelle du circuit de Chimay, c'est pas juste l'histoire d'une compétition locale en Belgique.
C'est le laboratoire à ciel ouvert d'une époque entière, une époque où l'homme explorait l'inconnu mécanique. Pendant plus d'un demi-siècle, on a des ingénieurs et des pilotes qui ont repoussé sans cesse les limites de la puissance et de la vitesse. Ils étaient persuadés que leur seule volonté et leur talent suffiraient à dompter la route, tout en ignorant allègrement la physique des fluides, l'énergie cinétique des impacts et, surtout, l'inflexibilité totale des arbres centenaires et des façades en briques qui les entouraient. Et cette exploration, elle s'est faite au prix fort, et ce tribut sanglant, c'est ce qui a fini par pousser la discipline entière à se réinventer et à prioriser la survie plutôt que la performance pure à tout prix. Quand on regarde les pistes actuelles, ce sont de véritables miracles d'ingénierie sécuritaire. On a des dégagements goudronnés calculés au millimètre, des barrières déformables qui absorbent parfaitement les chocs, des voitures équipées de halos et de cellules de survie indestructibles. Le risque de mort, franchement, il y a été presque totalement éradiqué grâce à la perfection mathématique. Ce qui est une immense victoire pour la vie humaine, on va pas s'en plaindre. Sans aucun doute. On ne veut plus voir les drames de 1956 ou de 1972. Mais en refermant ce dossier tumultueux du vieux circuit de Chimay, on ne peut s'empêcher de se poser une question un peu troublante. En éliminant absolument toutes les variables mortelles du sport auto, en transformant ce danger brut en une simple équation gérée par des calculateurs dans des bureaux, est-ce qu'on n'a pas, d'une certaine manière, sacrifié cette part de bravoure héroïque, cette folie irrationnelle qui fascinait tant les foules au bord de ces petites routes belges ? C'est le paradoxe de la sécurité. On a gagné des vies, mais on a peut-être perdu un mythe. C'est une interrogation fascinante à garder dans un coin de sa tête la prochaine fois que la prochaine fois que ceux qui nous écoutent regarderont un bolide rater un freinage et glisser en toute sécurité dans un immense bac à gravier moderne, sans même une égratignure. Ce sera tout pour cette exploration historique de Chimay. À très bientôt pour une nouvelle analyse.